Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Allez faire un tour là-bas aussi. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour la famille, j'espère que tout le monde va bien, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre journée. J'attire votre attention sur un cas réel qui s'est passé tout récemment. Donc je vous fais appel de faire très attention aux malfrats. Lors de vos voyages, faites attention. Il y a ma tante qui réside à Divo, qui m'a appelé la dernière fois pour me dire de faire passer ce message. Ce n'est pas un film, c'est la réalité. La personne qui était témoin des faits a pu dire qu'il quittait Abidjan pour aller sur Divo. Donc lorsqu'il partait dans le car, c'est le car de 70 places. Lorsqu'il partait, il y avait un monsieur qui était assis à côté d'une dame et son enfant. Donc, en cours de route, le monsieur avait acheté 2 sachets d'eau. Et il a donné un sachet d'eau à l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant de la femme qui était assis à côté de lui, il a donné à l'enfant. Et l'enfant dit qu'il n'a pas soif. Et la dame lui a dit, comme mon enfant dit n'a pas soif, donne-moi, je vais boire. La dame a bu l'eau. Donc, lorsqu'ils étaient un peu rapprochés de Yamoussoukro, c'est sur l'autoroute, ça s'est passé, le chauffeur s'est arrêté, dit, chacun n'a qu'à aller se soulager. Comme on a un long voyage, chacun n'a qu'à aller pisser, uriner, en tout cas, la personne qui a un besoin. Et la dame en question qui était assise à côté du monsieur est descendue pour aller pisser. Tous ceux qui voulaient aller pisser sont descendus. Et la dame en question a commencé à uriner. Elle urine, l'urine ne se coupe pas. Généralement, quand on urine, ça se coupe. Elle pisse, ça finit pas. Elle pisse, ça finit pas. Elle comprend rien. Elle dit, c'est l'eau que le monsieur m'a donné qui fait ça, ou bien c'est quoi? Donc, à la suite, elle continue, elle pisse, elle l'urine finit pas. Donc, tous ceux qui sont descendus pour aller uriner sont montés dans le car. Les passagers ont commencé à se plaindre. Chauffeur, mais il y a quoi? Faites vite, on va partir. On dit, il y a une dame qui n'est pas encore montée. Et 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, la dame urine, son urine ne se coupe pas. Donc, le chauffeur est descendu, aller vers la femme. C'est en cela qu'il a demandé mais madame, depuis on t'attend pour partir, mais tu es encore ici, tout le monde est déjà monté dans le car, tu es encore ici. Et la dame lui a dit, moi-même je ne comprends pas, depuis que je suis venu pisser, je pisse l'urine là, ça se coupe pas. Qu'il y a quel souci, je ne comprends pas. Il y a un monsieur, mon voisin qui est dans le car, m'a donné de l'eau. Il a donné à mon enfant a refusé, moi j'ai bu l'eau. Depuis j'urine, ça finit pas. Le chauffeur dit d'accord, c'est compris. C'est en cela que le chauffeur est parti. Il allait appeler le monsieur qui était assis à côté de la dame. Quand ils sont descendus, il dit, monsieur, quand ils sont arrivés auprès de la dame,
La dame l'a dit que tu lui as donné l'eau. Elle a eu envie de pisser. Elle pisse, l'urine ne finit pas. Il y a quel problème? Bien, le monsieur n'était pas simple. Famille, faites attention lors de nos voyages. Le monsieur n'était pas simple. Et le monsieur dit, si elle veut que l'urine là puisse se couper, elle n'a qu'à attraper mon pénis. La dame aussi voulait que l'urine là finisse. Donc, la dame a attrapé le pénis du monsieur. Lorsque la dame a attrapé le pénis du monsieur, en moins de 30 secondes, le monsieur et puis la femme ont disparu. Ce n'est pas un film, c'est la réalité. Donc faites attention. Ils ont disparu. La dame a crié. Elle dit que lors de leur disparition, elle a vu un peu dedans. Elle a crié mon enfant, puisque son enfant seul est resté dans le car. Mon enfant. Ils ont disparu devant le chauffeur. Devant le chauffeur, ils ont disparu. Ni vu ni connu jusqu'aujourd'hui. Donc, faites attention lors de vos voyages. Faites attention lors de vos voyages. Si vous asseyez à côté de quelqu'un, il achète son eau, il achète sa nourriture. S'il te dit, ah voisine, tiens, ou bien voisin, tiens, ne mangez pas. L'heure est grave, les malfrats ont trouvé autre stratégie. Donc, je vous interpelle, la famille. Si c'est ton frère de sang, vous êtes des mêmes villages, là, il n'y a pas de souci. Quelqu'un que tu ne connais pas, vous êtes dans le cas, bon, vous êtes devenus voisins, il achète son eau, il te donne. Il ne faut pas manger, il faut dire je n'ai pas faim. Si c'est l'eau qui dit je n'ai pas soif, ça s'arrête là. Voilà ce qui est arrivé. Ce n'est pas un film, la famille. Partagez mon audio pour que tout le monde soit informé de cette situation. Les malfrats, les tueurs ont trouvé autre stratégie. Donc il a envoyé la femme dans leur camp pour aller la tuer. Donc faites beaucoup attention. Merci de partager mon audio. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour à DMG TV. Bonjour également à tous les auditeurs de DMG TV. Je voudrais dire merci à cette chaîne DMG TV parce que cette chaîne vient de me sauver la vie. Parce que les histoires que j'ai écoutées sur cette chaîne m'ont sauvé la vie. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a une semaine. Depuis quelques années, j'ai une sœur qui est malade. Et nous nous sommes rendus compte que sa maladie était mystique. Puisque nous avons fait tous les hôpitaux, nous sommes allés même en Europe. Tous les examens possibles à faire, nous les avons faits. Nous avons fait et nous n'avons rien trouvé. Nous sommes revenus donc. Et depuis quelques années, nous nous sommes lancés dans la prière. Nous avons vu des pasteurs, des hommes de Dieu. Nous avons fait toutes ces choses. Mais ça fait des années que le mal persiste. On y dit que tout va bien. Mais quand je regarde ma soeur, je sais que rien ne va. Et elle n'arrive même pas à être autonome, à se prendre en charge. C'est ainsi que je connais un jeune homme qui est comme un fils pour moi. Un fils parce que par moment, quand j'ai des courses à faire, ce jeune homme se prête pour me dire, au jeu pour me dire, maman, il se met à ma disposition, en quelque sorte. Il se met à ma disposition parfois pour faire certaines petites courses pour moi. Et ce jeune homme qui savait que ma soeur ne se portait pas bien depuis plusieurs années et que j'étais un peu à gauche et à droite en train de chercher des solutions, m'approche un jour. Il me dit maman, parce qu'il m'appelle maman, parce qu'il y a au moins 25 ans d'âge entre nous deux. Maman, est-ce que je peux te proposer une solution pour ta soeur? Je dis oui. Il me dit que dans son pays à lui, parce qu'il n'est pas de mon pays, dans son pays à lui, il connaît un papa qui peut traiter ma soeur, un papa qui a des dons pour traiter ce genre de maladie mystique. Et si j'accepte de me rendre dans son pays pour voir le papa en question, il va pouvoir m'aider et guérir ma soeur. DMG, je prends le temps de réfléchir. Et puis après, je dis bon, pourquoi pas? Puisque ce jeune homme,
Je le connais déjà depuis plusieurs années. Je prends donc l'avion avec ma sœur et nous nous rendons dans le pays de ce jeune homme. Et lui, il nous dévance, je vais dire comme ça, pour ne pas rentrer dans les détails. Il nous dévance et puis nous nous rendons dans son pays quelques jours plus tard. On le trouve sur place. Il vient même nous chercher à l'aéroport. C'est ainsi que lorsque nous arrivons, il me conduit chez un papa. Il me dit dans un premier temps de laisser ma soeur et d'aller d'abord moi seule pour qu'il consulte d'abord pour me dire exactement de quoi souffre ma soeur et ensuite il va nous donner la solution s'il y a un traitement à faire. Je prends le temps de lui demander si ce papa il parle français parce que moi je ne comprends pas la langue de leur pays. Donc je veux savoir s'il parle français pour que nous parlons sans intermédiaire. Il me dit non, le papa en question ne parle pas français. Il ne parle que la langue de leur pays. Et que lui, il sera le traducteur. Je lui dis que moi, ça me gêne un peu parce que parfois, ce sont des problèmes de famille et je n'ai pas envie d'avoir des intermédiaires qui vont savoir des secrets de famille qui peuvent sortir. Le jeune homme me rassure en me disant que chez eux, dans leur pays, dans ce genre de consultation, ils donnent leur parole et versent de l'eau par terre pour dire que si tout ce qui a été dit ici sort dehors, que les ancêtres les reprennent. En bref, il m'a rassuré. Il m'a rassuré sur le fait qu'il allait garder le secret. Que tout ce qu'il allait dire là-bas n'allait pas sortir. Je n'allais pas l'entendre quelque part. C'est ainsi que nous nous rendons là-bas. Mais à partir du moment où il m'a dit que le papa en question ne parlait pas français, j'ai commencé à avoir des doutes. J'ai eu des doutes parce qu'il aurait pu me dire ça d'abord ici avant que nous partons. Il ne me l'a pas dit. Et je me suis souvenu des histoires de DMG TV. Je me suis souvenu que dans plusieurs de ces histoires, des personnes avaient accompagné des proches chez des guérisseurs, chez des marabouts, chez des voyants pour régler un problème. Mais une fois là-bas, c'est le contraire qui s'était passé. On avait volé l'étoile de ces personnes. On avait échangé la vie de ces personnes. Parfois même, des choses plus graves s'étaient passées avec ces personnes. Donc je me suis souvenu de ces histoires. Je me suis dit, c'est vrai que je veux sauver la vie de ma soeur. Mais dans le même temps, comment je fais pour me protéger? C'est ainsi que j'ai eu l'idée de dire qu'une fois là-bas, j'allais enregistrer discrètement la consultation, les conversations que j'allais avoir avec ce papa. Et après, j'allais demander à quelqu'un d'autre de me traduire ces conversations. Donc, une fois que nous sommes arrivés, j'ai fait effectivement ce que j'avais dit. J'ai mis discrètement l'enregistreur de mon téléphone que j'ai déposé. Dès les premières minutes, j'ai compris qu'il y avait un problème. Vous savez, même quand vous ne comprenez pas une langue et que des gens sont en train de s'entretenir, quand ils sont en train de se disputer, vous pouvez le savoir. Quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose et puis l'autre n'est pas d'accord, même si vous ne comprenez pas la langue, vous pouvez savoir qu'il y a un qui est en train de dire quelque chose de louche et il y a un qui n'est pas d'accord. C'est exactement ce qui s'est passé. Quand nous sommes arrivés, la traduction que le jeune homme me faisait, je n'étais pas convaincue. C'est comme si le monsieur disait une chose et moi, il me traduisait autre chose. C'est comme si moi aussi, quand je lui disais de poser telle question au papa en question, quand il traduisait, il disait autre chose au papa en question. J'avais ce sentiment. Mais je ne disais rien. J'écoutais seulement. Et lorsque nous avons terminé, parce qu'à un moment donné, le papa a arrêté brutalement de parler. Je n'ai pas compris. J'ai demandé au jeune homme. Il me dit, maman, en fait, la vision s'est arrêtée. Qu'il est en train de faire des visions, mais ça peut arriver. La vision s'est arrêtée. Donc, en ce moment, il ne voit plus. Il regarde, mais il ne voit plus très bien. Mais il faut lui laisser du temps. Et puis, d'ici le soir, il va encore regarder et il va nous appeler pour nous dire. Donc, j'étais un peu déçu. Mais ça a duré quand même près d'1 heure, la consultation que nous avons faite. Nous sommes sortis. Je n'ai rien dit. Parce que, comme je vous ai dit, j'avais déjà pris mes dispositions. Lorsque je suis retourné à mon hôtel, j'ai demandé à quelqu'un qui travaille dans cet hôtel, qui parle français et qui parle la langue de leur pays, de me rendre ce service, de traduire pour moi ce que j'avais enregistré. C'est ainsi que là, je trouve quelqu'un
qui accepte de faire la traduction pour moi. Donc, j'enclenche l'enregistreur. Mais au fur et à mesure que la personne est en train de me traduire les échanges qu'il y a eu entre le papa là et le jeune homme qui m'a accompagné, je suis dépassé. Je tombe des nues. En gros, ce jeune homme là, qui est comme un fils pour moi, m'a emmené dans son pays, m'a emmené voir ce papa en question pour faire des médicaments sur moi. Ce jeune homme là m'a emmené voir le papa dans son pays pour faire des médicaments sur moi. Parce que dans l'enregistrement qu'on m'a traduit, il disait à ce papa-là qu'il avait souffert, il avait réfléchi pendant des mois pour trouver un moyen de m'emmener dans son pays. Et qu'il fallait que ce papa-là fasse un médicament ou un rituel sur moi pour que moi je tombe amoureuse de lui, de ce jeune homme qui peut être un enfant, mon fils, qui fasse des médicaments pour que moi je tombe amoureuse de lui et que je n'ai plus de volonté devant lui et que tout ce qu'il me dira, lui le jeune homme là, que je puisse le faire. En quelque sorte, il demandait que ce papa puisse m'envoûter pour lui donner. C'est ce qui m'a été traduit. La personne même qui traduisait, même par moment, était gênée de traduire. Je lui disais non, il faut traduire. Ne t'inquiète pas, traduis parce que je ne vais pas me fâcher, mais je vais savoir ce qui s'est dit. Et dans l'enregistrement même, le jeune homme m'a dit à un moment à moi, il m'a dit qu'il a dit d'abord au papa que si le papa fait quelque chose, un rituel, s'il y a des choses à faire, premièrement, de ne pas s'inquiéter si c'est un problème d'argent, parce que je vais payer, quel que soit le montant qu'on va me dire, je vais payer, parce que je me suis apprêté pour venir. Deuxièmement, il a dit à ce papa qui va me dire à moi que s'il fait un médicament, il va me convaincre de prendre le médicament que le papa va me donner. Il a rassuré le papa en quelque sorte. Il m'a dit à moi que, je me rappelle pendant la consultation, ce jeune homme m'a dit, maman, le papa dit qu'il va faire un médicament. Que le médicament là, ça va d'abord vous protéger. Parce que ce que les gens ont fait mystiquement sur votre soeur, c'est très grave. Donc, pour ne pas qu'on vous fasse du mal, parce que c'est vous qui essayez de la sauver, il va d'abord vous demander de faire un médicament. Il va regarder et me dire, on va faire d'abord un rituel sur vous, mais ça sera un rituel pour vous protéger. Comme ça, quand il va commencer le traitement de votre soeur, s'il y a des manifestations, les personnes qui ont fait ça à votre soeur ne pourront pas vous faire du mal. Parce que s'il ne fait pas ce rituel-là, c'est vous qu'on peut échanger contre la vie de votre soeur quand il va essayer de la guérir. Donc, il va me dire ce qu'il faut faire et je vais vous dire. Donc, le jeune homme a commencé à préparer mon esprit en me disant que c'est le papa qui a dit ça, qui a dit qu'il va faire un rituel sur moi, qu'il faut que j'accepte de faire ce rituel pour me protéger. Alors que le papa n'avait pas dit ça. Donc, en résumé, dans la traduction, ce jeune homme m'a envoyé chez un papa dans son pays. Il a demandé à ce papa de m'envoûter et que j'allais payer ce qu'il fallait et que si ce papa demandait que je fasse des rituels, lui il allait me convaincre de faire ce rituel. Mais Dieu merci, ce papa a refusé parce que dans les échanges, un moment je vous ai dit que j'avais senti qu'il y avait des discussions entre les deux parce que le papa était en train de dire au jeune homme qu'il savait que je n'étais pas venu pour ça et que lui ne pouvait pas faire ce genre de travail. Et le jeune homme a commencé à se disputer avec le papa qui a dit non et non et non parce que lui, il ne peut pas accepter de faire ce genre de travail. Que le don que lui, il a reçu, ce n'est pas pour faire ce genre de travail. C'est après cela que le jeune homme m'a dit que le papa a dit que la vision s'est arrêtée. Parce qu'en réalité, le papa avait dit que lui, il ne faisait plus rien. Il nous demandait de partir parce que ce que ce jeune homme était venu lui demander, lui, il ne pouvait pas faire ce genre de choses. Et avant de partir, le jeune homme m'avait dit au papa qu'elle a de l'argent. Si vous refusez de faire, si tu refuses ce que je te demande, si tu refuses de me rendre le service, je vais trouver quelqu'un d'autre qui va me rendre ce service. Donc je vais l'emmener chez quelqu'un d'autre si toi tu ne veux pas prendre l'argent pour faire le travail que je te demande de faire. DMG TV, les auditeurs de DMG. Voilà comment un jeune homme que je peux accoucher m'envoie quelque part en me disant que c'est pour soigner ma soeur, mais en réalité, c'était pour aller m'envoûter.
Donc, quand moi j'ai entendu, quand j'ai écouté l'enregistrement, je n'ai rien dit au jeune homme parce que je me suis dit, je ne suis pas dans mon pays, je ne connais personne dans ce pays. Si dès maintenant je lui dis que j'ai découvert ce qui s'est passé, je ne sais pas s'il peut me faire du mal, je ne sais pas s'il peut envoyer des personnes pour me faire du mal. Donc je n'ai rien dit, j'ai pris mon mal en patience. Effectivement, le même soir, le jeune homme vient me trouver à l'hôtel. Il me dit, maman, je me rends compte que le premier papa chez qui nous sommes partis là, il ne peut pas régler le problème. Mais j'ai contacté quelqu'un d'autre avec qui on a rendez-vous, mais il a demandé que on aille ce soir-là même, à partir de 22h, très tard, pour le rencontrer, parce que lui, il commence à faire ses visions à partir de 22-23h. Donc, j'ai déjà pris rendez-vous avec ce deuxième papa, on va aller le voir. Mais puisque moi, j'avais déjà écouté l'enregistrement et je connaissais déjà les intentions de ce jeune homme qui voulait me faire du mal, je lui ai dit, écoute, je suis très fatigué aujourd'hui, si tu veux, on va le faire demain. Il a insisté, insisté. Mais je suis resté sur ma position. Je lui ai dit non, je suis fatigué aujourd'hui. Donc si tu veux, reprends le rendez-vous pour demain, on ira demain. C'est ainsi que le lendemain, j'ai tout fait pour modifier les dates sur les billets d'avion de notre retour de ma soeur et moi, parce que j'ai compris que ce jeune homme m'avait attiré dans un piège pour m'envoûter. Et donc sans lui dire, le lendemain, j'ai pris l'avion avec ma soeur et nous sommes rentrés chez nous au pays. Quand le jeune homme m'a appelé dans l'après-midi, il n'a pas pu me joindre. Il est arrivé à mon hôtel et là-bas, on lui a dit que j'étais déjà parti, j'avais libéré l'hôtel. C'est ainsi qu'il m'a envoyé un message et je lui ai répondu pour lui dire que je suis rentré dans mon pays. Que s'il veut des explications, quand il rentrera, je vais lui donner des explications. Le jeune homme avait compris ce qui s'était passé plus ou moins. Peut-être qu'il avait compris en tout cas que j'avais eu des doutes ou bien que j'étais fâché. Mais non, il n'a pas su que je l'avais enregistré, mais il s'est dit que j'avais eu des doutes, ou bien que j'étais découragé. Donc, quand quelques jours plus tard, il est arrivé, il est rentré dans mon pays, il est revenu, il a pris contact avec moi. C'est là que je lui ai dit que je sais tout ce qui s'est passé. Et donc, si jamais il se rapproche encore de moi, je vais le faire enfermer en prison. Je vais le mettre en prison. Parce que je savais tout ce qui s'était passé. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais je l'ai seulement mis en garde. Quand je l'ai menacé, ce jeune homme a décidé de disparaître. Je ne l'ai plus entendu. L'histoire que je vous raconte s'est déroulée la semaine passée. C'est parce que j'ai entendu les histoires de DMG TV. J'ai entendu toutes ces personnes qui se sont fait envoûter. Toutes ces personnes à qui on a volé leur étoile, on a volé leur vie, on a fait des échanges de grâce. C'est sur DMG TV que j'ai entendu ces histoires. Et c'est ce qui m'a alerté et j'ai décidé d'enregistrer la conversation que j'ai eue avec ce papa qui est un voyant. Et j'ai eu la vie sauve grâce à DMG TV. Je voulais donc vous demander de ne pas prendre à la légère les histoires qu'on raconte ici. Ce sont des conseils, comme DMG le rappelle tous les jours. Et ces conseils-là, ça peut sauver des vies. Moi, je viens d'avoir la vie sauvée. Sinon, qu'est-ce que je serais devenu entre les mains de cet enfant, entre les mains de ce petit garçon qui pouvait être mon fils? Qu'est-ce que je serais devenu? Parce que non seulement il m'aurait envoûté, il serait sorti avec moi, il m'aurait déshonoré. Et puis, j'aurais perdu toute ma dignité. Donc, auditeurs de DMG TV, continuez de donner la force à ce mouvement parce que c'est un mouvement qui sauve des vies. Likez, partagez et commentez. Partagez et commentez. Partagez. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonsoir, bonjour DMG, c'est encore moi. Aujourd'hui, je vais te raconter mon histoire, mais avant tout, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager, car ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. Et si vous n'avez rien aussi à dire, n'hésitez pas d'écrire juste en commentaire. Merci. Merci pour l'histoire. Voilà, bon. Aujourd'hui, DMG, je vais te raconter mon histoire. Et mon histoire sera intitulée Une persécution satanique. Voilà. Et j'espère vraiment que ce ne serait pas hors sujet parce que vraiment, moi, je crois que c'est une persécution satanique.
Voilà, DMG, tout commence à la base, avant la grossesse de mon maman, avant que j'entre dans le ventre de ma maman. Et je tiens à préciser d'abord que moi, je suis une princesse du village Balem. Mon papa est un chef du village Balem. On ne fait pas peur autant pour moi parce que il est déjà décédé, donc c'est mon frère qui a pris la succession actuellement. Bon, c'est qu'au Cameroun, ça là, les trucs comme ça, on s'en fout carrément parce que ça ne donne pas l'argent, c'est pour ça, tu vois, on parle pas. Mais si on prenait en compte comme des bienfaits, tout et tout, c'est que, comme on nous montre dans les films nigériens, c'est que vraiment, ça devait être bien. Bon, voilà, donc, je vais commencer mon histoire. Un jour, ma maman était malade, elle se sentait pas bien, elle était couchée, allongée dans une nappe sacrée près d'une rivière. Voilà, une rivière toujours sacrée. Elle était là, elle était couchée là, ça n'allait pas bien. Derrière l'arbre, il y avait un gros scorpion qui était là, couché. Donc, derrière son dos, il y avait un gros scorpion qui était là. Et ce scorpion-là, c'était moi. Voilà. Du coup, quand sa belle-sœur est venue lui rendre visite, qu'elle a vu le scorpion, elle crie son nom. Je vais dire notre nom. Elle dit Ange, voilà le scorpion derrière toi, lève-toi vite. Maman a pris peur, elle s'est vite levée. Elle voulait verser de l'eau chaude pour pouvoir chasser ce scorpion-là. Sa belle-sœur lui a dit non, non, c'est une fille. C'est l'enfant qui est là. Si tu sais, des trucs coutumes, tout et tout, bah, bon, c'est un peu ça. Elle dit, c'est une fille, l'enfant que tu vois là, si tu verses l'eau chaude pour la tuer, qu'elle va sortir, elle aura les problèmes des yeux et elle va devenir aveugle. Ne la fait rien. Elle a pris un bâton, elle a juste chassé le scorpion et elle est partie. Et je tiens, si c'était un mâle, il pouvait faire du mal à maman, mais c'était une fille. Donc après 2 semaines, maman ne se sentait pas toujours bien. Et elle est dans là, quand j'étais derrière son dos là, c'est là où j'étais. Donc directement, je suis entrée spirituellement dans le ventre de ma maman. Voilà, je dis spirituellement, je suis entrée dans le ventre de ma maman. Voilà, alors, 2 semaines plus tard, maman se rend à l'hôpital, on lui dit qu'elle est enceinte. Elle dit ok, elle était tellement contente. Mais elle, dans son cœur, elle voulait tellement une fille parce que maman avait trop de garçons. Elle avait déjà 5 garçons. Elle voulait une fille à tout prix. Voilà, donc 6 mois passent. Elle fait les visites à chaque fois. On dit elle est enceinte, mais on fait les échographies 3 mois. On ne voit pas l'enfant dans le ventre. Donc, lorsque le corps de scorpion était derrière son dos, c'est là où je suis restée. Je suis entrée par son dos. C'est là-bas que je suis calée. Donc, du coup, ma maman, elle alors, elle dit que mais le docteur dit on ne voit pas l'enfant. L'enfant n'est pas dans votre ventre, madame. Il est caché quelque part, derrière le dos. 3 mois passent, 6 mois maintenant. Et ça va encore à l'hôpital pour faire l'échographie. On lui dit l'enfant est toujours dans le dos. Maman a pris peur. On lui dit non, t'inquiète pas, on va pousser l'enfant pour que l'enfant vienne au niveau du ventre. Alors là, donc, on pousse l'enfant. Moi, je me retourne dans son ventre. Voilà, maintenant, avec évolution, mon maman, le jour des contractions, tout et tout, elle est allée à l'hôpital seule, elle n'a rien dit. Dès qu'elle a accouché, elle a juste appelé mon papa pour lui dire, parce que mon maman osait, elle avait jamais mon papa, tout et tout. Et pourtant, c'était faux. Parce que mon papa l'aimait tellement, tu vois. Donc, et je tiens à préciser que maman est jumelle. Donc, c'est une jumelle, maman. Donc, je tiens à préciser. Alors là, donc, elle accouche normalement, tout se passe bien. Mais avec trop de contractions, je ne l'ai pas dérangée. Mais en voulant sortir, je sors avec les pieds. Le docteur, la sage-femme dit non, 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 je ne dois pas sortir avec les pieds. Elle me repousse et boum, et je viens avec la tête. Maintenant, quand je sors avec la tête, tout et tout, tout s'est bien passé. Maman étant fatiguée, s'est endormie. On a failli me voler à l'hôpital parce qu'il y avait une femme là à côté. Elle voulait être tellement jalouse parce que j'étais tellement brune et belle. Et ton bébé, hein, qu'elle voulait à tout prix me voler. Mais subitement, lorsqu'elle voulait changer l'enfant, une sage-femme est entrée et me dit, mais madame, qu'est-ce que vous faites à côté de l'enfant de votre voisine? C'est pas normal. Et elle a pris peur, maman s'est réveillée, elle m'avait déjà entre ses mains. Heureusement qu'on l'a eu, sinon elle partait avec moi. Je ne devais pas connaître ma maman jusqu'en toujours. Voilà, alors après tout, 2 mois passent, c'est là où tout commence. Je suis tombée gravement âgée, malade. À 2 mois, je tombe malade. On m'a perfusé 14 perfusions et j'étais anémie du sang. Je n'avais pas du sang, mon corps était sèche, tout et tout. Il me fallait absolument 2 litres de sang.
Voilà, alors après les 14 perfusions que j'ai prises, j'étais toujours sous perfusion, ça n'allait pas à l'âge de 2 mois. Voilà, alors donc mon papa, il est O-, parce que mon groupe sanguin, c'était O+, et ma maman était aussi O+, mais elle était gravement malade aussi, elle avait les tensions, tout et tout, on ne pouvait pas prendre son sang. Mon papa étant O-, on pouvait non plus parce que si on me mettait du O-, je devais mourir. Donc du coup, il me fallait absolument du O+ qu'il me fallait. C'est alors là que mon papa, là où il travaillait, son supérieur hiérarchie, il travaillait dans la gazelle, il part, il voit son supérieur, il dit il a une situation, son supérieur, je pense que c'est son ami, il dit il a une situation comme ça, sa fille est gravement malade, il appelle son enfant, est-ce que tu peux l'aider parce que son supérieur, il était en plus, il ne buvait pas, il ne fumait pas, il était compatible. On a pris son sang, on a mis dans moi. Après ça n'allait pas toujours, j'avais quelques crises. Bon, à l'hôpital, on n'a pas trouvé solution. Ils m'ont amené devant. Ma maman m'a pris. Elle allait voir une voyante. Elle a vu 3 voyantes. La première voyante qu'elle a vue, elle n'a rien dit à ma maman. Elle voulait juste mettre quelque chose dans l'œil dans mes yeux. Bon, moi, a refusé. Elle a dit, mais pourquoi est-ce que tu veux mettre quelque chose dans mes yeux? Ma maman, elle a refusé. Deuxième voyante, même chose. C'est quand elle s'en va voir la troisième voyante lui dit, il explique que dans mon monde spirituel où j'étais 2, donc j'avais une sœur jumelle que on devait venir ensemble, mais on s'est bataillé et j'ai été gagnante. Donc je ne voulais pas et j'étais tellement jalouse que je ne voulais pas que ma sœur jumelle vienne avec moi. C'est pour ça qu'on a dû batailler pour y arriver et je suis sortie gagnante. Je suis entrée dans le ventre de maman, avec le scorpion, pas son dos. C'est alors là que elle dit à maman que est-ce qu'on a mis un produit dans les yeux de ta fille? Maman dit on voulait mettre, mais elle a dit non, elle a refusé. C'est là où elle a dit à maman que n'accepte jamais qu'on mette quelque chose dans les yeux de ta fille parce que ta fille, elle a un pouvoir de la voyance. Donc elle va voir à l'avenir qu'elle va grandir. On ne sait pas quand, on ne sait pas quel moment, mais elle n'accepte pas. Et elle dit ceci que c'est ma sœur jumelle qui n'était pas d'accord avec du fait que j'ai pris le... Bon, j'ai gagné, je suis entrée dans le ventre, ma maman étant seule. Elle voulait me faire revenir. C'est pour ça que j'étais tombée gravement malade. Mais la voyante a pu me soigner. Et du coup, spirituellement, elle a fait des trucs de ma blindée, tout et tout, elle a fait des trucs. Et du coup, ça allait parfaitement. Et tout. Quelques années plus tard, à 9 ans, lorsque mon grand-père, le père de ma maman, est décédé, c'est là où tout a chamboulé dans ma vie. Quand je parle tout a chamboulé, bon, je parle de spirituellement, voilà. Quand mon grand-père décède, parce que je tiens à préciser d'abord que notre maison à Douala, là-bas à Taïgal, c'était une maison en caraboute, mais très grande. Donc, il y avait 2 salons. Dans chaque salon, il y avait 2 chambres. Donc, déjà, quand tu entres au grand salon, tu sors derrière la porte et il y a encore pour arriver au petit salon, il y a un couloir qui longe vers du bas et tu traverses la cuisine avant d'entrer. Et quand tu longes vers ce couloir, tu peux voir la toiture du petit salon. Voilà, mais il y avait les locataires aux alentours. Donc, il y avait 6 chambres dehors, au grand salon, 2 chambres. Donc, c'était vraiment une très grande maison. Voilà, alors donc, lorsque mon grand-père disait, on fait tout et tout se passe bien. Un jour, quand on rentre du voyage, tout et tout, maman est causée au salon avec, je sais plus, j'ai oublié. Mais maman me dit, va te coucher, demain tu es à l'école à l'âge de 9 ans. Quand j'y vais, j'arrête devant, quand je sors derrière la porte du grand salon pour descendre du couloir, je sais pas, mais subitement mes yeux regardent en haut de la toiture, je vous jure, DMGTV, j'ai vu un serpent de couleur marron. La première fois de voir avec donc couleur marron. Et je suis restée figée là pendant 5 minutes. Donc, je sais pas, j'étais comme si j'étais hypnotisée, donc tellement hypnotisée. Et avant même ça, lorsque j'ai sauté cette partie, désolée, lorsque j'étais petite,
À l'âge de 2 mois, toujours, quand maman allait voir la voyante, maman est allée avec moi au champ. Et ça me va au champ avec moi. Elle me laisse dans un endroit sacré. Je sais que non, il y a les femmes là, ils viennent de m'arriver tout et tout. Elle était en train de cultiver. Dès qu'elle cultive tout et tout, ils sont entrés dans un coin là, dans un coin, c'était pas un peu des touffus, un peu comme une petite forêt. Elle est entrée dans ce coin là, à son retour, elle a vu un gros serpent sur le panier. Donc, sur moi, sa tête là, c'était sur ma tête. Donc, le serpent était enrôlé autour de moi, parce que c'était dans le panier, autour de moi, et sa tête était là. Le serpent là, il était là, il regardait, il me regardait, il m'observait. Et je vous jure, quand je vous parle, c'est comme si j'avais vécu cette situation-là. C'est comme si j'étais là et je voyais. Bon, du coup, quand ma maman vient, qu'elle sort de ce coin-là, elle sort, elle voit le serpent, elle crie, et tout le monde, les femmes qui étaient aussi là pour travailler, tout et tout, sont venues, ils ont dit à maman, ne fais rien. Laisse ce que le serpent est à faire, il est en train de faire, et après, tu t'en vas. C'est alors là que maman, elle était là, elle regardait le serpent, il était là aux alentours. Lui, il me fixait le serpent. Donc, il était là, il me fixait, il me regardait. Ma maman était là, on ne pouvait rien faire, ni jeter. On ne pouvait pas jeter quelque chose. On ne pouvait absolument rien du tout, rien faire. C'est alors là que ma maman, maintenant, elle a pris peur, tout et tout. Elle est restée sereine. Après, tout d'un coup, elle est tombée dans les pommes. Et quand elle s'est réveillée, le serpent, il était parti. C'est là où maintenant je reviens où je dis j'ai vu le serpent sur la toiture. Je suis restée là figée pendant 5 minutes. 5 minutes. Moi et le serpent, on s'est regardé dans les yeux d'IMG, je vous jure, j'étais là. Le serpent me regarde. On se regardait dans les yeux. Je reste là debout, je ne bouge pas, mais je regarde le serpent, je ne cligne pas, donc je n'ai pas cligné des yeux. Après, subitement, j'ai sursauté comme si quelque chose m'a réveillée. Je me réveille, je chante directement au grand salon, je dis maman, j'ai vu le serpent. Maman me dit, ah, va dormir parce que tu ne veux pas dormir. Va dormir. Ma maman ne m'a pas cru ce jour-là. Je suis rentrée dans la chambre. Je vous jure, en entrant là, j'avais des papillons dans le ventre parce que j'avais peur que lorsque je devais entrer, le serpent devait être quelque part dans la chambre pour me piquer. Mais dans ma tête, je me disais, sûrement, c'est mon grand-père qui s'est transformé en serpent pour venir me dire au revoir. Dans ma tête. Et dans la chambre que je devais me coucher, dans cette chambre-là, il n'y avait pas de fenêtre. Donc, du coup, j'avais tellement peur, j'ai tellement affilé dans mon cercueil que même un moustique ne pouvait pas entrer. C'est alors là que je suis là, je dors. Et c'est alors là, en ce moment, que là, mes rêves ont commencé à me tourmenter. Je ne dormais plus, j'étais persécutée, tout et tout. Voilà, le changement, ça a commencé quelques jours plus tard, lorsque je m'endormais. Vous voyez un peu dans le film d'Anaconda numéro 2 où les serpents sont dans un tunnel, lorsque la fleur tombe, on veut ramasser, il y a les serpents qui s'enroulent, un peu comme des spaghettis, les spaghettis qui sont dans un passoire. Voilà. DMG, je vous jure, quand je ferme l'œil pour dormir, c'est des tonnerres de serpents que je vois. Des tonnerres. Je ne dors plus, je me réveille, je ferme l'œil, c'est ça que je vois. Je ne dors plus, je ne dormais plus, ça n'allait pas. Un jour, 2 jours, 3 jours, je ne dormais plus, mais je ne pouvais pas supporter. J'ai dit à maman que maman, quand je dors, je vois les serpents. Maman ne me croit toujours pas. Après, elle m'a dit, commence la prière, il faut prier. Je prie, mais lorsque je prie, je m'endors. Ce n'est plus les serpents que je me vois dans l'eau en forme de sirène avec une sœur à moi que je ne connaissais même pas du tout. Voilà, maintenant, désolée, j'ai été coupée. Lorsque je rêvais toujours des serpents, tout et tout. Et quand je priais, je rêvais d'une sirène, j'étais en forme de sirène avec une sœur dans ce monde-là. Parfois, je rêvais qu'on me poursuivait et à chaque fois qu'on voulait toujours me tuer, je me réveillais, mais mon cœur qui battait à la chamane comme si je courais réellement. Parfois même, je suis là, je me vois en train de tomber dans un tunnel profond. Mais lorsque je vais toujours arriver au bout, je me réveille. Ça
toujours été ainsi mes rêves que vraiment j'étais tellement persécutée. Et quand je ne priais pas, je voyais toujours des serpents dans mes rêves. Rien que ça, pas d'autres. Donc c'était un peu comme ça mes rêves. Ça a duré quelques mois. Après, j'ai parlé encore à mon maman et elle m'a dit, OK, je vais t'acheter le chapelet. Quand tu y vas à l'église, parce que je faisais l'église catholique Saint-Paul qui est à côté du Carrefour Terminus là. Et j'y vais chaque dimanche. Elle me dit, OK, elle m'a acheté un chapelet. Quand je suis allée à l'église, le prêtre, il a béni et il a versé de l'eau bénie et il a mis sa main, il a prié sur le chapelet. Je vous jure, DMG, quand je mettais ce chapelet, je ne rêvais plus. Je dormais normalement, mais lorsque je ne mettais pas, les rêves là revenaient. Et ça, je dis, ça, j'ai appelé le thème de mon histoire. En fait, j'avais mis le titre de mon histoire, persécution satanique, parce que j'étais tellement persécutée par le serpent dans mes rêves que je voyais aussi en réalité. Que jusqu'à lorsque même aujourd'hui, et ça sera une prochaine histoire que je vais revenir parce que c'est tant d'histoires que moi-même j'ai vécu encore, mais ça c'est une partie de mon histoire. Donc du coup, je vais juste dire aux mamans, s'il vous plaît, écoutez vos enfants. Parce que si ma maman m'avait écouté ce jour-là, on devait aller voir un voyant, peut-être voir ce qui s'était passé, c'était la réalité. Pourquoi le serpent était là, pourquoi j'ai arrêté. Donc tout un peu, donc c'est pas quelque chose, et je vous jure, hein, dès que j'ai vu ce serpent, je restais 5 minutes figée là. J'étais comme je ne bougeais pas, mais je regardais, je ne clignais pas des yeux, comme si j'étais hypnotisée. Mais lorsque j'ai cligné mes yeux, je suis rentrée dedans, le serpent avait disparu. Donc, DMG, vraiment, je vous suis de partout, vraiment de partout. N'hésite pas à liker, à commenter, vraiment, mais si vous n'avez rien à dire, dis juste merci pour l'histoire et ça envoie un bon signal à l'algorithme. Je vous remercie, à une prochaine pour une nouvelle histoire. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la quatrième histoire. Bonjour DMG. Bonjour à la communauté DMG. Voilà, DMG, je viens avec une nouvelle histoire. Bon, déjà, l'histoire que j'ai racontée la dernière fois, je ne l'ai même pas écoutée. Je ne l'ai pas écoutée. Mais bon, ça va, ça va. Je pense que peut-être, pardon, peut-être que tu l'as déjà publié et puis bon, je suis pas encore tombée sur l'audio. Voilà. Mais bon, j'ai une histoire. C'est une histoire par rapport à ma femelle. Quand elle était jeune, elle était jeune, hein, moins de 20 ans, peut-être 17 ans comme ça. Oui, dans les 17 ans, parce qu'elle-même nous avait raconté ça. Elle était enceinte. Elle est tombée enceinte et elle a accouché. Elle a bien accouché sans problème. C'était un petit garçon qu'elle a mis au monde. C'était dans les années 1976. Oui, l'enfant est né en 75. L'enfant est né en 75, oui. Donc, elle avait 17 ans. Et cet enfant, c'est sa mère qui gardait l'enfant. Donc, ma grand-mère. Sa mère gardait l'enfant. La mère était attachée à cet enfant. Et voilà. Quand ma grand-mère est tombée malade, la mère de ma mère est tombée malade, l'enfant est tombé également malade. Donc, quand la grand-mère est tombée malade, elle est morte. Voilà. Ils ont fait les funérailles et tout et tout. Elle est montée sur Libreville pour retrouver sa grande sœur qui était ici à Libreville. Quand elle part retrouver sa grande sœur, elle dormait avec sa grande sœur. Je ne sais pas si c'était un studio ou c'était une maison d'une chambre. Je ne sais pas. À cette époque, moi, je n'étais pas née. Voilà. Donc, quand elle nous raconte ça, elle dormait avec sa grande sœur sur le lit. Et le mari de sa grande sœur également dormait aussi là. Donc, je pense que le mari dormait à terre. Elle dormait avec sa grande sœur sur le lit avec l'enfant. Le mari avait souvent mis un matelas à terre parce qu'elle disait qu'il dormait dans la même chambre, mais lui était au sol. Et donc, pendant qu'elle dormait, cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, là, c'est les choses qu'elle nous raconte, hein, donc, qu'elle nous avait racontées. Pendant qu'elle dormait, le mari de sa grande sœur s'est levé, il a pris une gilette et il a
blessée avec la gilette sur la cuisse. Elle a beaucoup saigné. Elle pleurait la nuit. Ça, quand elle s'est réveillée, qu'il y a quoi? Oh non, c'est ton mari qui m'a blessé. Il dit maintenant, je suis somnambule. Ce que j'ai fait là, c'est dans le sommeil. Vraiment, je ne savais pas. Il commence à s'excuser. Là, il s'excuse. Ma mère, après, elle a laissé. Elle a dit, bon, je laisse. Peut-être qu'il est somnambule ou bien. Mais le somnambulisme, comme ça en Afrique, c'est rare. C'est rare à trouver ici en Afrique. Quand tu dis les choses comme ça, c'est que, je sais pas. Donc, elle a laissé. Enfin, ils ont continué à habiter là-bas. Elle a continué à habiter avec sa grande sœur et son beau-frère. Donc, un jour, puisque l'enfant était déjà un peu malade quand sa grand-mère est morte. En Afrique, bon, souvent les grands-mères, ils élèvent souvent les premiers enfants. Et quand la grand-mère est décédée, l'enfant, il y a les lavages qu'on fait. Déjà, j'avais raconté une histoire ici, là où, quand ma mère est décédée, on est parti au village, on nous a fait certains lavages, certains bains pour nous séparer de la défunte. Donc, il y a certains bains qu'on n'a pas fait à l'enfant, des lavages on n'a pas fait à l'enfant. Donc, l'enfant, son esprit, voyait ça, il voyait l'esprit de sa grand-mère. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, l'enfant dormait avec eux toujours. Et un jour, l'enfant s'est réveillé dans la nuit. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer fort. Ma mère dit que son enfant était un enfant sage. Il ne pleurait pas souvent la nuit. Mais ce jour-là, il avait pleuré. Il avait pleuré fort, il pleurait. Après là, la bouche s'est fermée. Il n'a plus jamais parlé. Et là, il avait déjà quoi, 1 an et demi. L'enfant parlait déjà bien. Je pense qu'il est mort. Il est né sûrement avant 75 parce que ma mère dit qu'il est décédé en 76 et il avait déjà 3 ans. Donc, il est sûrement né en 73. Oui, 73. Excusez-moi, hein, l'histoire est un peu longue, mais bon, je vais la raconter un peu plus vite. Il est né dans les 73 comme ça, parce que dans les 74, 73, parce qu'il est mort en 76. Donc, quand il crie, l'enfant n'arrive plus à marcher. Au matin, il se réveille, les parents se réveillent, tout le monde se réveille, l'enfant n'arrive plus à marcher. Il n'arrive plus à dire, maman, je veux le pain, maman, je veux me soulager. Il fait tout sur place. Il a envie de manger, il pleure seulement. C'est sa mère qui sait qu'il a envie de manger. Et bon, c'est un peu ça. Maintenant, l'enfant ne fait plus et il est tombé malade. Il ne parlait plus. Il chauffait, il faisait tout, la fièvre et tout. Donc, elle a pris l'enfant, elle l'a amené à l'hôpital. Donc, l'enfant était à l'hôpital, branché avec les... L'enfant était branché avec les machines. Voilà, l'enfant est rentré en REA. En REA, vous savez qu'on branche les machines... Voilà, on branche les machines sur les personnes qui sont là-bas en REA pour les aider à respirer. Donc, il y a une assistance respiratoire. Voilà. Donc, l'enfant était là-bas. Il était vraiment... Ma mère voyait son enfant qui marchait bien, ne marchait plus. L'enfant ne parlait plus. L'enfant ne respirait plus vraiment normalement sans l'assistance respiratoire. Donc, l'enfant était vraiment comme s'il était déjà mort. Et elle pleurait, cherchait partout la guérison de son enfant, dans les églises, partout là où elle partait. Et quand elle était allée chez le marabout, chez le nganga a dit que non, bon, ce qui arrivait à l'enfant, c'est pas l'esprit de sa grand-mère comme on prétend dire. C'est quand tu as amené l'enfant chez ta grande sœur, c'est là-bas qu'on a pris l'esprit de l'enfant. Voilà pourquoi il avait crié la nuit. Donc, le mari de ma tante était sorcier. Et ma mère ne savait pas. Et c'est pourquoi il avait blessé ma mère à la cuisse. Parce qu'il voulait prendre son sang. Mais elle s'était réveillée aussi en criant, en faisant le bruit. Sa grande sœur aussi, je ne sais pas si elle savait que son mari était sorcier, mais bon. Ce jour-là, elle a parlé à son mari, elle a beaucoup parlé, il s'est excusé, qu'il n'a pas fait exprès et tout. Et c'est l'enfant qui l'a primé. Il voulait faire passer ça que non, c'est l'esprit de sa grand-mère qui est morte, qui est venu lui prendre. Et lui-même, il disait même ça à ma mère. Quand elle était à la maison, quand elle se plaignait, oh non, mais c'est l'esprit de sa grand-mère, il faut lui faire les bains, il faut lui faire... On a dit quel bain qui est comme ça là. C'est pas l'histoire des bains, c'est lui qui a fait ça à l'enfant, c'est un sorcier. Maintenant, l'enfant est resté là-bas à l'hôpital pendant au moins quelques mois. Après l'enfant est décédé. Donc, quand l'enfant est décédé, elle est partie enterrer son enfant. La famille l'a accompagné et tout. Donc, elle savait déjà que c'est son beau-frère qui était sorcier. Donc, elle a quitté la maison. Elle a quitté la maison de sa grande sœur. Elle a dit qu'elle préfère aller loin. Elle ne peut pas continuer à rester avec une femme et un homme qui ont tué son enfant. Et moi, je me rappelle, j'étais encore très jeune.
J'étais encore très jeune. Un jour, ma mère s'était discutée avec sa grande sœur. Elle avait dit à sa grande sœur que oh, c'est pas toi comme tu avais tué mon premier enfant avec ton mari. Que ça là, si tu tentes encore avec ceux-là, que je vais te laisser là, on s'est fait ça dur. Hein, je disais, ah, nous tous avec mes soeurs, oh, mais elle a tué ton enfant. Elle ne voulait pas nous dire. Comme elle savait que nous, c'était nos tantes, on l'aimait bien. Elle ne voulait pas nous dire. C'était un jour vraiment, un autre jour vraiment, des années plus tard. On avait déjà grandi, on était déjà au lycée. C'est là où elle nous avait raconté tout ça. On était un peu, oh, donc il y a des choses comme ça aussi dans notre famille, il y a la sorcellerie. Elle dit, oh, il y a la sorcellerie, vous ne savez pas. Donc c'est comme ça, elle est restée. Après avoir fait cet enfant, je reviens sur l'histoire, c'était une petite parenthèse. Après avoir fait cet enfant-là, donc 15 ans sont passés. Donc elle a rencontré notre père et elle cherchait les enfants. Elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Elle n'arrivait pas à tomber enceinte, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Elle a duré avec notre père. Hein. Tous les 15 ans là, ils étaient déjà ensemble. Parce que dès qu'elle a perdu son enfant, son premier fils là, elle s'est rencontrée avec notre père et ils ont commencé à vivre ensemble. Donc ils ont fait les 15 ans là ensemble et lui il disait que mais moi je peux pas rester avec une femme stérile qui me donne pas les progénitures. Déjà je n'ai pas un autre enfant que je fais avant, je n'ai pas marché, donc moi je fais comment? C'était compliqué, il battait ma mère, il l'humiliait et tout le monde l'humiliait. Donc quand elle envoyait les enfants des autres, oh, prends-moi le pain là à côté, oh non, accouche ton enfant, ça c'est pas ton enfant, c'est le mien. Toi tu prends tes enfants, tu manges, tu avales, tu es sorcière. Tout le monde lui traitait de tous les mots, même dans la famille. On lui traitait de tous les mots, on l'insultait. Donc elle cherchait toujours à gauche, à droite, partout, elle cherchait. Maintenant un jour, une femme, c'était chez un ganga aussi qu'elle était partie, chercher sa solution parce que là, 15 ans sans faire d'enfant, parce qu'elle avait fait le premier enfant, elle avait 17 ans. Donc vous voyez que vous ajoutez 15 ans sur 17 ans. Ça fait combien? Ça fait 20, ça fait quoi? Et là, elle était déjà presque dans les 35 ans, je pense bien. Donc, déjà qu'elle a eu la ménopause précoce, ça c'était vraiment compliqué. Donc là, quand elle a fait, elle est allée chez l'Onganga, l'Onganga a dit non, ce n'est pas une histoire de oh, on m'a fait la sorcellerie, on m'a amené le nom quelque part, c'est pas ça. Elle a demandé au Nganga que c'est quoi. Moi, je ne suis pas stérile, j'ai déjà fait un enfant. Ou bien c'était le seul enfant que Dieu avait prévu pour moi. Nganga a dit non. Le problème, c'est ton père. Ton père s'est discuté avec sa petite soeur. Et sa petite soeur, et là, elle-même ne savait même pas la discussion. Ça s'est passé au village. Son père était au village avec sa soeur. Ils se sont battus là-bas. Elle ne savait pas. Donc, ça se passe là-bas au village. Ils se sont battus là-bas avec sa petite soeur. Il a commencé à insulter sa petite soeur, insulter. Et il a maudit sa petite soeur que non, déjà que son père de ma mère était jumeau. Donc, à l'époque, là, les jumeaux, vraiment, les jumeaux, ce sont des gens puissants. Donc, quand tu dis quelque chose, ça arrive forcément dans la vie de la personne. Donc, quand voilà, j'étais où? Oui. Donc, il a maudit sa petite soeur que non, toi, tu ne vas jamais faire d'enfant. Tu vas rester comme ça là toute ta vie. Comme c'est moi ton grand frère que tu viens humilier devant les gens, tu viens m'insulter devant les gens, que tu vas me frapper. Moi, ton grand frère. Donc, il a maudit sa petite soeur comme ça. Donc, la petite soeur aussi a dit, ah, donc tu penses que toi, tu vas t'en sortir. Il n'y a pas de problème. Comme je n'ai pas te maudit, il fallait pas être mon aîné. Mais ta fille que tu as accouchée là, ta seule fille, ton unique fille là, n'aura plus jamais d'enfant. Elle a fait un premier qui est parti. Elle n'aura plus jamais d'enfant après ce premier là. Elle a pris la terre, elle a jeté à terre. Elle a craché à terre, elle est partie. Donc tout ça, ma mère ne savait pas. Tous les 15 ans qu'elle souffle là, il s'était discuté avec sa petite soeur les années passées. Elle ne savait pas. Donc, comme ça, l'Onganga lui dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu payes les présents. Tu vas donner à ta tante. Tu vas au village, tu donnes à ta tante, tu supplies, tu pleures. S'il faut même pleurer, tu pleures. Elle a enlevé la malédiction qu'elle avait lancée sur toi parce que toi, tu es une personne innocente. Et elle te bénit. Quand tu vas revenir, tu vas voir que tu vas tomber enceinte. Ma mère est partie au village. Elle a fait ce que la femme a dit. Elle a acheté les pagnes. Elle a acheté le vin. Elle a acheté beaucoup de choses, quoi. La nourriture pour amener à sa tante, passer au village. Ils ont mis souvent une commande là. Il faut m'amener le sac de riz, il faut m'amener la sardine. Donc, elle a acheté tout ça, là, les trucs que les personnes qui sont au village aiment souvent. Elle a amené. Et sa tante là vivait déjà dans un autre village parce qu'elle s'était mariée avec un autre villageur du village voisin. Donc, ma mère est partie au village voisin voir sa tante.
Ta tante était contente, oh, depuis que tu es partie en ville là-bas, oh, je vous ai abandonné. Elle dit non, je ne vous ai pas abandonné. Bon, je suis venue là te voir. Elle a fait descendre tout ce qu'elle a ramené, tout ce qu'elle a acheté en ville. La tante était contente que waouh, tout ça là pour moi, oui, pour toi, tu me manquais, je voulais te voir. Et tout ça, bon. Ils sont allés, ils se sont assis à la cuisine. Elle a dit à sa tante que maman, je suis là depuis que j'ai accouché. Le premier enfant, l'enfant est parti, je suis là comme ça. Et je suis allée voir un marabout. Le marabout m'a dit que voilà le problème, voilà le problème, voilà le problème que tu avais fait avec papa. Et vous êtes discuté. Il t'a maudit, tu l'as maudit. Non, moi je veux que toi tu enlèves la malédiction que tu as mise sur moi. Parce que depuis là, je n'arrive pas à faire les enfants. Et on se moque de moi partout. Je suis jeune. Je n'arrive pas à faire les enfants. Là, vous attendez. Elle refusait. Même là, quand. Elle refusait l'affaire là. Elle refusait que non, elle ne fait pas. La tante a refusé. Que moi, ton père m'a maudit. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais fait l'enfant. Je suis déjà à la ménopause. Donc, parce que toi, tu veux faire l'enfant, que je dois te bénir. Elle a refusé. Elle a dit, elle n'enlève pas la malédiction là. Ma mère est partie. Les choses qu'elle a amenées, la tante a accepté. Qu'elle dépose ça là-bas. C'est les choses que je m'ai amenées. Je ne refuse pas les choses. Elle a pris. Elle est repartie dans son village. Elle a parlé à son père. Elle pleurait avec son père. Parce que la tante avait dit que non, si tu veux que j'enlève la malédiction, tu amènes ton père ici. Ton père vient aussi me demander pardon. Et là, je vais enlever la malédiction. Je vais te bénir. Tu vas faire les enfants. Donc, quand elle est repartie au village de son père, elle a demandé au père que non, il faudrait que tu viennes avec moi chez la tante. Tu as demandé pardon aussi. Comme ça, elle va enlever la malédiction. Le père a dit, Miette, il ne part pas. Il a dit, ne part pas. Que ce n'est pas lui qui doit aller demander pardon à sa petite soeur. C'est la petite soeur qui doit venir lui demander pardon. Et elle a dit, mais oui, elle va aussi te demander pardon. Vous allez vous demander pardon et vous réconcilier. Il a refusé ça. Ma mère a dit, ok, c'est pas un problème. Je vais en brousse, mais je vais aller mourir. Elle a commencé à partir, à rentrer dans la forêt. Le père envoyait les gens aller la chercher. Non, elle dit, celle qui parle là. Elle a commencé à partir. Oh yo, vous ne voulez pas me dire que j'accouche les enfants. C'est pas normal. Moi, je fais quoi dans votre malédiction? Elle est partie. Le père envoyait les gens la chercher. On l'a ramenée. Le père a dit, ok, c'est pas de bon, on va partir au village de ta tante. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne veux pas que tu meurs comme ça sans enfant. Et en plus, il n'avait fait que 2 enfants, ma mère et son petit frère. Et il avait dit que si ma mère ne fait pas les enfants, il n'aura pas les petits-fils. Parce que le petit frère, il était encore petit. C'est ma mère qui était en âge de faire les enfants. Il va mourir sans attraper les petits-fils. C'est pas bon. Donc il a accepté. Ils sont partis au village maintenant, chez sa soeur. Il a demandé pardon à sa soeur. Sa soeur également a demandé aussi pardon. Ils se sont réconciliés. Et elle a béni ma mère. Que non, tu vas faire les enfants quand tu vas à Libreville là. Si c'est à cause de moi que tu es bloqué, je te délie, tu vas faire les enfants. Elle a craché un peu là sur le sol là, les choses du village. Après, on est revenu à Libreville. Quand elle est revenue à Libreville, je te dis, ça n'a même pas duré DMG. Elle est tombée enceinte de nous, ma soeur jumelle et moi. Et elle ne savait pas qu'elle était enceinte dans sa tête. Hein. Ça là, c'est juste comme ça là qu'elle a fait ça. Ça va pas agir. Elle est déjà stérile, elle va mourir sans enfant. Elle était vraiment toujours triste, toujours malheureuse. Tout le monde se moquait d'elle. Donc, quand elle prenait l'enfant d'une soeur pour garder, après la soeur vient prendre l'enfant en l'insultant. Toute la route, elle insulte, elle insulte, elle insulte. Tout le monde sait que la femme est stérile. Donc, elle était comme ça. Maintenant, un jour, elle est partie. Elle était allée sur la route. En allant sur la route, elle va voir un de ses parents. Elle se lave à la rivière. Quand elle se lave à la rivière comme ça, et en plus, en fait, son ventre grossissait. Mais elle ne savait pas que c'est la grossesse. Elle pensait que c'est une maladie. Donc elle était là comme ça, quoi. Ah, Seigneur, se lamentait toujours au BMJ, je te dis. Donc quand elle passe à la rivière, elle enlève. Elle se lave à la rivière, elle enlève la robe pour se laver. Et une maman aussi qui se lave à la rivière. La maman la regarde le ventre. Oh, ma fille, mais tu es enceinte, hein? Quand on est enceinte, on ne se lave pas comme ça à la rivière, ce n'est pas bon. Tu es enceinte, tu puisses de l'eau, tu vas te laver à la maison. Il ne faut pas te laver dans la rivière enceinte. Et tout le monde ne doit pas voir ton ventre. Ça attire les mauvaises ondes. Elle dit, ah, moi je ne suis pas enceinte. Ça, c'est une maladie qui me gonfle au ventre comme ça. Je n'ai pas encore trouvé l'argent pour aller à l'hôpital. Alors, elle m'a dit, ma fille, tu es enceinte. Regarde comment ton ventre est un peu... En fait, elle avait déjà 6 mois. Son 6 mois là, c'était un petit ventre. Elle ne savait pas.
regarde comment ton ventre est tracé. La trace, hein, les femmes, vous savez, la trace qu'on a sur mon ventre quand on est enceinte, là, quand le ventre pousse déjà un peu dans les 6 mois, ça commence déjà à se voir. Ça divise le ventre en deux. Donc, sa trace, sa trace était longue depuis après les seins, là, c'est-à-dire au niveau de la poitrine. Ça se sépare avec le nombril et ensuite ça reprend jusqu'au niveau du bas. Sa trace là était longue comme ça. Là. La maman lui dit que ma fille là, on dirait que c'est les jumeaux que tu as dans le ventre. Elle m'a dit que, hey, maman, les jumeaux, je vais voir les jumeaux comment. Moi je suis stérile, même un enfant, je n'arrive pas à accoucher. La femme lui dit que, ma fille, quand tu quittes ici, là, va en ville, va faire les échographies, va commencer les visites, tu es enceinte. Je ne sais pas si la maman là c'était une femme ganga ou bien si elle avait les visions, ou bien si elle avait, je ne sais pas. Mais elle est repartie quand elle est rentrée chez elle. Elle est maintenant partie faire les échographies. Quand elle n'a pas fait l'échographie, on lui dit que oui, elle est enceinte. Mais on ne lui dit pas que non, que tu as les jumeaux. C'est la maman là qui l'avait dit qu'elle a les jumeaux. Donc l'échographie de ma mère avait montré seulement qu'elle est enceinte. Elle a un enfant dans le ventre. L'enfant là, c'est une fille. Ma mère dit que vous êtes sûr que je n'ai pas de jumeaux. Regardez bien. Le médecin dit que, ah, ma soeur, je ne vois qu'un seul enfant. Sauf si l'autre s'est caché. On va voir ça dans les 8 mois, 7 mois peut-être. Là, ça ne montre qu'un enfant. Donc elle est repartie à la maison, elle était contente, elle est tombée enceinte, elle est machin. C'était ça. Donc, c'est là où elle disait que bon, donc ça veut dire que c'est que sa tante a fait là, ça a marché. La tante l'a béni. Et tout ça, et donc ça avait marché. Elle était maintenant contente. Quelques mois plus tard, quand elle n'est pas maintenant pour aller accoucher, d'abord, elle était déjà allée faire les échographies. Ça n'a pas montré qu'il y a 2 enfants. Ça a montré seulement un enfant jusqu'à la fin. Donc, quand elle n'est pas maintenant accoucher, elle passe seulement avec un seul trousseau. Quand elle n'est pas accouchée, le médecin lui dit que madame, vous avez encore un enfant dans le ventre. Attendez, poussez. Excusez-moi, mais à chaque fois qu'elle nous racontait ça, nous faisait un peu rire souvent avec ma soeur. Même quand elle a accouché, c'est là où ma soeur est sortie. Moi, j'étais sortie la première. Donc, c'était une petite histoire que je vais partager avec vous. Ça se termine bien. Je voulais un peu expliquer par rapport à quand nous les femmes, on peut souvent avoir des problèmes pour procréer. Voilà, on ne doit pas se dire que c'est seulement la médecine. C'est le médecin qui doit me donner les examens, je dois les faire. Non, on doit aussi se référer aussi vers la médecine moderne ou bien vers la tradition aussi. Parce que elle était vraiment fatiguée d'aller à chaque fois à l'hôpital. Quand elle a décidé que je vais aller voir un ganga, déjà ma mère aussi n'était pas une personne qui aime aller chez les gangas. Mais il fallait qu'elle aille, elle était à l'église, elle a prié plusieurs fois, elle est allée à l'hôpital, rien. Elle avait fait tous les traitements possibles. Tous les traitements possibles. Ça n'avait pas marché. Et après, quand elle est allée chez le ganga a dit voilà le problème. Et quand elle est partie, c'est comme ça qu'elle a trouvé la solution. Donc souvent, on doit aussi essayer dans la médecine moderne aussi. C'est important, ou bien la tradition. C'est pas qu'on va aussi aller jeter tous les pieds, mais c'est juste pour chercher une solution. Et il y a les ancêtres qui sont là, ils vont aussi aider et tout. Donc, je voulais partager cette petite histoire avec vous. Ça faisait déjà même longtemps que je n'avais pas raconté d'histoire ici. Voilà, merci encore. Bye bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Bonjour à toute la communauté. Je vous salue depuis votre position. Ce matin, j'ai une histoire à raconter. C'est l'histoire d'une dame et d'un monsieur. L'histoire s'est passée à Gagnoa. Gagnoa, c'est une ville de la Côte d'Ivoire. Et là-bas, je vivais avec ma famille. Et ma famille y vit jusqu'à présent. Voilà. Mais actuellement, je suis à Abidjan, mais ma famille est encore à Gagnoa. Et comme ça, on avait une voisine qui était enceinte. Et un voisin qui lui faisait l'élevage
de canard. Il avait une canne et un canard. Du coup, la canne a pondu des œufs. La canne a pondu des œufs. Et arrivé au moment où la canne maintenant couvrait les œufs, la canne a disparu. Quand cette canne a disparu, on l'a cherché. On l'a cherché. Son propriétaire se lamentait tellement. Il se lamentait tellement. Donc on l'a aidé à chercher. On allait fouiller dans les buissons, derrière les maisons, au bout du quartier, au bout de l'autre côté du quartier où on jette les ordures. Tout ça, on a fouillé. On n'a pas trouvé la canne. La canne a disparu. Et le propriétaire se lamentait toujours. Il dit, ma canne couvre les œufs. Les œufs de la canne sont là. Et la canne a disparu. Les œufs là vont se gâter. S'il n'y a pas de canne pour couvrir les œufs vont se gâter. Donc le monsieur se lamentait. Et 2 jours après, toujours en train de fouiller, en train de chercher, il a découvert, où on jette les ordures, il a découvert les plumes du canard. C'est-à-dire, la canne vient d'être mangée. C'est là, le monsieur se rend compte qu'effectivement, sa canne vient d'être mangée. Et donc, le monsieur, vraiment le propriétaire du canard, il était trop fâché. Il était fâché jusqu'à ce que il a commencé à maudire. Il a commencé à maudire. Comment vous pouvez tuer une mère pour laisser ses enfants? Les œufs que vous voyez là, c'est les enfants de la canne. Vous avez pris la canne et laissé les œufs. Comment est-ce que je vais faire? C'est comme tuer une maman et puis laisser ses enfants. Le monsieur a maudit. Il a maudit. Il a proféré des paroles de malédiction, jusqu'à il a fini par se calmer. Nous tous, tout le monde a oublié. Nous sommes passés à autre chose. Et voilà, maintenant la voisine enceinte a accouché. Quand la voisine a accouché, je vous assure, la famille, je vous assure, si vous voyez le bébé de la dame, le visage de l'enfant était actuellement comme un canard. Le bébé était laid. Vous voyez comment la face du canard et le visage du canard est. Les yeux du bébé étaient enfoncés dedans. Les narines bizarres. Les lèvres en forme de canard. De bec au moins. Pardon, les lèvres là, les lèvres du bébé là, en forme de bec. Les lèvres du bébé là pendaient comme ça. Tellement la maman avait honte. Elle cachait son enfant. À cause de la honte, même elle n'a pas pu faire le baptême même. Parce que si elle dit il y a baptême là, les gens vont venir. Alors qu'elle est en train de cacher le bébé. Donc, elle cachait son bébé. En plus du visage de l'enfant, là où même qui nous a tous choqués encore plus, c'est les doigts du bébé. Les doigts du bébé étaient textuellement comme les pattes du canard. Vous voyez comment les doigts les pattes du canard sont, comment on appelle, plats là. Et puis entre les orteils du canard, il y a une masse de peau qui relie chaque orteil là. Qui relie chaque orteil à l'autre là. C'est comme ça les doigts du bébé étaient. C'est-à-dire quand on écartait les doigts du bébé comme ça, au milieu de chaque doigt, il y avait une masse de peau qui reliait les deux doigts, qui reliait les doigts. Textuellement comme les pattes du canard. Ah, là tout le monde était dépassé. Et c'est là qu'on a su que c'est la maman là qui avait mangé le canard. C'est la maman qui a mangé le canard. Elle avait honte maintenant de son bébé. Elle avait honte du bébé. Et comme ça, ils sont allés à l'hôpital. Comme quoi, ils vont essayer d'opérer l'enfant pour séparer les doigts, c'est-à-dire enlever la masse de peau qui relie les doigts
pour opérer l'enfant, pour séparer les doigts. Donc, c'est là les docteurs ont trouvé que l'enfant était encore trop petit pour ce genre d'opération. Donc, ils ont dit aux parents de laisser l'enfant va grandir un peu. Que si l'enfant grandit un peu, au moins, s'il a au moins 3 ans, 4 ans comme ça, là, on va pouvoir opérer l'enfant. Donc, la maman était là avec son bébé, elle sortait même pas le bébé. Même quand elle va au marché, elle laisse l'enfant à la maison à cause de la honte. Et comme ça, voilà un jour, le père du bébé, c'est-à-dire le mari de la dame, va faire un songe. Il fait un songe où un canard est en train de lui parler. Mais le canard qui lui parlait, avec la voix humaine. C'est-à-dire c'est un canard qui parlait, mais sa voix était une voix humaine. Maintenant, le canard disait au monsieur que pourquoi est-ce que vous voulez opérer les doigts de votre bébé? Pourquoi vous voulez opérer les doigts de votre enfant? Donc, ça veut dire que vous avez honte de votre enfant. Mais pendant que vous êtes en train de prendre une mère sur ses enfants pour manger là, vous n'avez pas eu honte? Vous êtes choqué par l'apparence de votre enfant pendant que vous êtes en train de prendre une mère sur ses enfants pour manger là. Vous n'avez pas été choqué? Mais je vous assure que si vous essayez d'opérer l'enfant, l'enfant va mourir. Si vous opérez l'enfant, l'enfant va mourir. Donc, vaut mieux laisser cet enfant-là comme ça. Parce que cet enfant-là va servir de témoignage. Et que ça va vous servir de leçon. Le canard a menacé le monsieur en songe que n'opérez pas l'enfant. Hein, que si vous opérez l'enfant, l'enfant va mourir. Et comme mon père, le père du bébé, ils étaient un peu intimes. Et c'est là, il a expliqué son songe à mon papa. Et c'est papa qui a expliqué ça à la maison. Donc, c'est pour cela qu'ils ont abandonné l'idée d'opérer l'enfant. Donc, l'enfant est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Cette fille-là, elle est encore là, elle est devenue une dame. Elle est devenue une dame, mais son apparence n'a pas changé. Ses doigts n'ont pas changé. Elle est très laide, elle est vilaine. Elle est là, elle vit encore. Chaque fois que je vais à Gagnoa rendre visite, je vais en famille à Gagnoa, je la vois, elle est encore là. Donc, chers amis, je ne sais pas, parce qu'on dit que quand une femme est enceinte, elle a des envies bizarres, elle a des envies qu'on ne comprend pas. Vraiment, je ne sais pas l'envie que cette dame-là a eue là. Je ne sais pas si on appelle ça la gourmandise ou si on appelle ça l'envie, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc vraiment, c'était ça. La jeune dame-là, elle est là, avec son apparence de canard, avec ses doigts collés. Elle est là, elle vit encore, elle est là. Donc c'était ça mon histoire. Et puisque le canard même a dit que ça doit servir de témoignage et que ça doit servir de leçon, et que cette histoire-là serve de témoignage et serve de leçon à nous tous qui allons écouter. Parce qu'il y a des actions qu'on pose, qu'on ne voit pas la gravité. Mais dans le fond, c'est très grave. C'est ce qui a été pour cette dame-là. Donc, bonne soirée à vous et bonne écoute à vous. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Salutations, bonsoir, bonjour, en fonction du temps et du lieu. Salutations à l'audience. Salutations à vous tous, les frères et sœurs, les mères et pères. Bon,
Moi, d'instant, je voulais raconter juste une courte histoire, puisque c'est la première fois que je raconte mon histoire. Bon, pas mon histoire personnellement, mais bon, en tout cas, une histoire qui concerne quelqu'un que j'ai connu à l'université à l'étranger. Donc déjà, il faut concevoir que ça ne me concerne pas, mais c'est une histoire déjà entre deux étrangers qui se sont trouvés, hein, pour ne pas citer les lieux et les indications stratégiques, parce que bon, j'ai écouté un peu les consignes, ça fait longtemps que je suis la team DMG. Bon, donc en fait, pour revenir, c'est une histoire entre des étrangers, disons, qui se retrouvent dans un pays pour faire leurs études. Donc moi, je suis étudiant. Je suis à Dakar. Bon, je peux au moins dire que l'histoire se passe à Dakar. Bon, ça fait 3 ans que cette histoire s'est passée. Mais bon, je pense que je vais être court et bref, parce que cette histoire, en fait, elle a pour thème de résumer, en fait, c'est quoi l'importance, la dimension, si je peux dire, si je puis dire, de l'acte sexuel, du côté spirituel, c'est-à-dire spirituellement parlant. Donc déjà, en fait, moi, j'étais à l'université et tout, j'ai fait mes classes comme tout le monde, bon, comme tout individu normalement constitué, ou bien je sais pas comment on dit. Et puis j'avais un ami, un étranger bien sûr, un ami, je vais pas citer sa nationalité, qui avait dès la première année, mon pote là, il avait réussi quand même à checker une jolie, on dit une jolie reine parce que c'était une fille un peu âgée on était en première année, donc c'était une fille un peu âgée, mais cet ami-là, il avait réussi, je sais pas par quel moyen, par la séduire un tant soit peu, donc pour dire que ils sont allés jusqu'à sortir ensemble et tout. Donc au fil et à mesure, et mon ami, je dois préciser, c'était quelqu'un de très 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 studieux, c'est-à-dire ponctuel et tout. En première année, hein, l'histoire se passe en une année. Moi, cette histoire, en fait, elle se passe en une année. Donc, pour être le plus bref possible, revenons à nos moutons. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que pendant que nous étions là, bon, les problèmes d'étudiants et tout, nous étudiants, mon pote là, il n'avait pas de problème. Il n'avait aucun souci, c'est-à-dire qu'il débarquait avec les plus gros boubous. Vous connaissez le Sénégal, qu'il y a des boubous qui coûtent cher. Donc, il était quand même sénégalisé, mais c'était un étranger. Mais en tout cas, la fille, c'était pas une Sénégalaise, mais c'était quelqu'un d'à côté. Donc, je vais pas citer des nationalités et tout. Je vais pas extrapoler. Je veux même pas faire de préjugés. Tu vois, je vais être court parce que c'est juste une anecdote. À la base, moi, je raconte une anecdote. Donc, après, mais basée d'une histoire vraie, bien sûr. Après, bon, au fil du temps, l'histoire se passe en même pas un an, hein, parce on avait 9 mois d'études, on était en première année. L'histoire se remonte en 2018, je pense. Et puis, exactement, c'était en 2018. Donc, au fil du temps, mon ami là, il commence à ne plus venir en cours et tout. Bon, on le voyait plus. Donc, aucun de notre entourage ne connaissait de ces nouvelles, c'est-à-dire aucune personne n'entendait plus parler de lui. On ne voyait plus le gars à l'université, mais on voyait toujours cette jolie dame, parce qu'elle était jolie, mais elle était âgée. Et en plus, elle lui fournissait tout le matos qu'il avait besoin. Heureusement que moi, j'ai jamais partagé un chin-chin avec lui. Ça, vraiment, je regrette pas. Donc après, un de ces quatre, je suis dans un des quartiers de Dakar, je suis là, je pars, c'était quand je suis arrivé en deuxième année, c'est-à-dire un an après. C'est-à-dire que l'histoire s'est passée en une année, c'est-à-dire j'ai eu des témoignages précis. Donc ce qu'on dit qu'un jour, je l'ai croisé dans un carrefour et puis il était hagar, c'est-à-dire quand quelqu'un est hagar, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pensait à rien en fait. Au départ, je lui ai rappelé, tu te souviens de moi et tout, bon, qu'est-ce que tu es devenu et tout. À ce moment-là, déjà, le mec, vraiment, il avait changé d'habitude. Déjà, il était genre, il voulait, déjà, il avait commencé, il voulait comment on dit ça? Il voulait m'agresser déjà. Parce que moi-même, il avait changé. Genre, il jouait le bad boy, genre et tout. Et puis, il y avait un de mes grands qui était là sur place. Il m'a dit non, laisse-le parce que il a des problèmes et tout. Il venait d'avoir un enfant. Donc après, cet enfant-là, il était très intelligent. Il était très intelligent parce que, vraiment pour dire, il était très intelligent. Mais le problème, c'est quoi? C'est que mon ami ici, il est d'abord allé en prison.
Et quand il est ressorti, ce qui était bizarre, c'est qu'il était devenu complètement fada. Donc, pour dire complètement fou. C'est-à-dire que c'était un fou. Et en plus, imaginez un étranger, un jeune homme, hein, très très jeune, dans la force de l'âge, hein, même pas dépassé 25 ans. Je ne vais pas donner des informations précises, etc. Donc, voilà. Et cette femme-là, elle était toujours à l'université, mais elle a déjà fait ses études. Maintenant, elle est mariée avec un grand directeur. Tout le monde est allé à son mariage, même le directeur de notre école et tout. Mais bon, c'était pour résumer en fait l'importance de l'acte sexuel, spirituellement parlant. Parce que à chaque rapport sexuel, son transfert d'énergie. Donc quand en fait tu décides de te mettre en relation avec une fille, mais je rappelle encore hein, que mon ami là, c'était quelqu'un de très studieux, ponctuel, très intelligent, avec un charisme vraiment exceptionnel. C'est-à-dire moi je ne vais pas citer de nationalité, mais c'était ça au fond pour résumer l'histoire en fait, une petite anecdote pour ne pas être trop m'appesantir en fait, parce que c'était juste pour dire ça, c'est que respecter les vieilles traditions. On est en 2024, mais les gens qui étaient nos ancêtres, ils n'étaient pas nés de la dernière pluie. Moi, en tout cas, moi, personnellement, en tant que musulman, déjà, moi, si je me marie, c'est avec une fille vierge. Bon, déjà, moi, c'est des considérations personnelles qui m'animent. Donc, merci l'équipe DMG. Toi aussi, si tu postes mon histoire, envoie-moi la position, comme ça, je pourrais me repérer, écouter un peu ce qu'il en est et tout, et puis un peu, pourquoi pas répondre aux commentaires et tout. Vas-y, on est ensemble mon pote, vas-y, big up, vas-y, salam. Je te passe un gros salam de Dakar. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.